Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette première table ronde de cette matinée Spring qui est consacrée donc à l'éthique et à l'intégrité scientifique appliquée à la recherche et à l'innovation. Et nous allons discuter de ce sujet avec mes deux invités. Bonjour messieurs. Je vous invite à prendre un micro. Alors, tout d'abord, Emmanuel Hirsch, vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Sud. Vous êtes directeur de l'Espace Éthique Île-de-France, président de Poletis, le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay. Bonjour à vous. Bonjour Nathalie. Et à vos côtés, Alexei Greenbaum, vous êtes physicien et philosophe, chercheur au laboratoire de philosophie des sciences du CEA Saclay, enseignant d'éthique des sciences à l'université d'Évry-Val d'Essonne, à l'ENSTA ParisTech et à l'Institut Pasteur. Alors, intégrité scientifique, c'est tout simplement la traduction de l'anglais scientific integrity, et on parle là de déontologie, et on va voir avec vous comment justement renforcer cette intégrité scientifique qui fonde le contrat entre la science et la société dans cette période que nous vivons, que nous traversons, et où on constate une accélération des nouvelles technologies qui émergent, et puis aussi la production de connaissances. On va en parler ensemble, tout en sachant, je vous le rappelle, que l'Université Paris-Saclay s'inscrit justement dans une vraie ambition au niveau de l'éthique scientifique. Donc on va aborder ensemble ces sujets, les enjeux, ces notions, et voir également votre engagement à chacun sur ces questions. On va commencer avec vous, Emmanuel Hirsch. C'est un engagement que vous menez depuis de longue date, puisque vous avez inventé l'espace éthique de l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'était il y a déjà quelques années, c'était en 1995. Depuis, le modèle a été repris en région. Alors, comment est-ce que tout s'est accéléré? Quels sont aujourd'hui finalement les nouveaux besoins? D'abord, merci de l'accueil. C'est un grand honneur d'être ici dans un lieu prestigieux. Et je regardais sur le document qu'on parle d'innovation, d'excellence scientifique et des défis sociétaux de demain. Il y a aussi les défis sociétaux d'aujourd'hui. Et quand on dit sociétaux, ce n'est pas en termes de technologie, c'est en termes de vivre ensemble, de politique. Donc mon engagement n'est pas un engagement éthique, c'est un engagement de citoyen. Il est résolument politique. Et quand on a créé l'espace éthique en 1995 à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, c'est un CHU, donc il y a l'aspect soins, il y a l'aspect recherche, donc c'est un lieu de la démocratie. Et on était dans les années SIDA. Alors ça a à voir avec notre sujet. Les années SIDA, c'est l'irruption dans les années 80, la parole de la personne malade, c'est le développement d'une expertise propre à la personne qui vit la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expertise est de plus en plus discutée. Les gens veulent s'approprier un certain nombre de savoirs, de compétences, et veulent être partie prenante des décisions. Donc on est dans une démocratie, alors je ne sais pas si on dit scientifique, en tous les cas c'est l'avènement identique à la démocratie sanitaire qu'on trouve dans la loi Kouchner, droit des malades. Donc il va falloir réfléchir aujourd'hui, et c'est urgent, comment implémenter un certain nombre d'innovations. D'abord interroger l'innovation, est-ce que c'est une innovation qui a du sens par rapport aux priorités de la société? Voilà des questions importantes. Puis le deuxième point, on a créé un espace éthique, on n'a pas créé un comité d'éthique. Rappelez-vous, François Mitterrand avait créé en 1983 le comité consultatif national d'éthique, quand il y a eu le premier bébé, entre guillemets, éprouvette, donc était né Antoine Béclair. Et en fin de compte, ça saisissait la société, on était un peu démunis sur les modes de la, procréation, sur les conséquences. On le voit aujourd'hui dans le débat sur la bioéthique, qui va avoir accès à des techniques qui sont devenues maintenant des techniques non pas uniquement pour répondre à la stérilité, mais à des demandes sociétales. Donc toutes ces évolutions doivent être accompagnées, anticipées. Nous, on a eu un parti pris, on n'a pas monté un comité d'éthique, on a créé les conditions pour qu'il y ait un lieu où s'expriment, s'anticipent un certain nombre de questions que les professionnels et les associatifs doivent s'approprier. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. La démarche Politis, qui est développée au niveau de Paris-Saclay, part de l'expertise des professionnels. C'est leur responsabilité que dans l'innovation, d'être en capacité d'une manière, j'allais dire, quelquefois pluridisciplinaire, en associant toutes les compétences, en mobilisant tous les savoirs et les sensibilités, d'être conséquent par rapport aux responsabilités qu'ils prennent lorsqu'ils développent une recherche, d'étudier son impact. Et je termine sur un point, on est dans un contexte de suspicion, à tous égards, de crise des légitimités. Ça a été aussi la redistribution des légitimités dans les années SIDA. Donc si aujourd'hui un chercheur veut être légitime, il ne peut pas se contenter d'être légitimé en disant « j'ai une start-up qui a levé des fonds ». Il doit aussi montrer la valeur sociale, la signification politique de ses engagements. Et tout à l'heure, quand on aura terminé ce débat, j'irai voir un certain nombre de start-up, parce que quand je vois, par rapport à mes sujets, qu'on est préoccupé de la mobilité des personnes en situation de handicap, je vois par exemple ça, qu'on voit des start-up qui aujourd'hui étudient comment intervenir le plus dignement
au domicile d'une personne en situation de perte d'autonomie. Toutes ces questions sont des questions fondamentales pour une société. Si vous voulez qu'on ait confiance dans la science, il faut que la science ait confiance dans une société à laquelle elle participe au niveau de ses projets. Bien sûr, on va revenir évidemment sur Politis. Merci. Alexei Greenbaum, vous aussi, votre engagement remonte à une quinzaine d'années, puisque votre travail sur l'éthique se concentre notamment sur l'intelligence artificielle, la robotique, les nanotechnologies. Quels sont pour vous les enjeux ? Effectivement, moi j'ai un cheminement un peu différent de celui d'Emmanuel Hirsch. Emmanuel est arrivé par la pratique de la bioéthique. Moi je suis arrivé aux questions d'éthique par une interrogation sur l'éthique du chercheur, l'éthique du concepteur, l'éthique du scientifique, de celui qui met au monde des découvertes, des technologies nouvelles. Après avoir travaillé sur les nanotechnologies, la biologie de synthèse, la robotique, l'intelligence artificielle au sein de différentes équipes, moi je pense que ce qui est essentiel, et ce qui est essentiel aujourd'hui aussi pour Paris-Saclay et pour les autres universités françaises, c'est de trouver des moyens de former des gens qui pensent, qui réfléchissent aux questions sciences-société, y compris les questions éthiques, d'une manière informée, d'une manière le moins naïve possible, d'une manière qui repose sur une tradition de réflexion éthique, plutôt que d'être paralysé devant une nouveauté absolue de ces technologies. Les questions qu'elles posent ne sont pas, elles, nouvelles. Et les questions éthiques, les questions sciences-société, même si la technique est nouvelle. Et c'est fondamentalement cela pour moi. Comment penser des questions qui nous viennent des traditions éthiques dans un contexte qui est totalement inédit. Alors, peut-être qu'on peut définir ces deux notions, cette notion d'éthique, cette notion d'intégrité scientifique appliquée à la recherche et à l'innovation. Emmanuel Hirsch, comment est-ce que vous les définiriez ? Je pense que chacun a sa définition et l'intérêt, c'est que chacun s'approprie à travers ce qu'il est, son histoire, son expérience. Et vous avez différentes disciplines, différences disciplinaires. Quand on est dans le numérique, c'est pas la même chose que quand on est en biologie. Donc chacun doit s'approprier et, j'allais dire, enrichir la palette de questionnement. Pour moi, c'est l'art d'un questionnement, une forme d'exigence. Et également un souci de responsabilité par rapport à soi et par rapport aux autres. Moi, j'aurais du mal, dans ma prochaine réincarnation, si je suis chercheur à Paris-Saclay, à ne pas être préoccupé du sens de ce que je fais, de la valeur sociale de ce que je fais, des conséquences et des finalités. Et donc, si on veut rentrer dans la complexité, on peut rentrer dans la complexité technologique, il faut aussi rentrer dans la complexité d'une société, avec ses incertitudes, ses reconfigurations. Et s'il y a aujourd'hui du disruptif, il y a aussi du disruptif dans notre démocratie. Donc, mon point de départ, et c'est une expertise que je développe depuis des années sur le terrain du soin, donc le terrain des vulnérabilités sociales, le terrain également de la recherche la plus pointue, avec des promesses qu'il faut tenir. Donc on est dans des moments de souffrance et puis dans des moments d'espérance. Alors pour moi, le point essentiel, c'est le problème de la responsabilité partagée. Comment, avec loyauté, avec intelligence, des chercheurs, et on l'a vu à travers les débats qu'on a menés sur la bioéthique, puisqu'on est en plein état généraux de la bioéthique, vous savez bien. On a vu ces intelligences insoupçonnées dès lors que des gens sortent un peu de leur paillasse, de leur laboratoire, pour dire à la société, et non pas seulement ce qu'ils sont, mais ce qu'ils font, ce à quoi ils visent. Ces personnes, même si elles sont par la nécessité de publier toutes les contraintes qu'on connaît au quotidien lorsqu'on est chercheur, elles sont très enclines à rester un peu entre elles, à confiner et à se consacrer à leurs travaux. Elles ont un devoir de restitution, c'est un devoir moral de restitution, je dirais un devoir politique. Parce qu'on sait très très bien, on l'a vu à travers l'actualité, que notre démocratie va dépendre de l'intelligence qui va se développer au niveau des nouvelles technologies, de la communication, de l'information. On est dans une société qui est de plus en plus algorithmée. Qu'en est-il de l'humain? Qu'en est-il de la présence à l'autre? Voilà, on ne pourra pas être que dans le virtuel. Il faudra aussi du réel. Sans quoi, on va vers des résistances, des oppositions assez systématiques. On le voit aussi dans le domaine de la bioéthique, mais pas que. Donc pour qu'il y ait acceptabilité sociale, il faut qu'il y ait compréhension sociale, il faut qu'il y ait partenariat, partage de la décision, pas uniquement des réunions comme ça publiques où d'une manière un peu dédaigneuse, on dit aux gens ce qu'on fait, ce qu'on est. Il faut aujourd'hui réinventer, me semble-t-il, une certaine forme de relation avec la société. Alors je termine parce qu'on n'est pas là pour développer, on a quelques minutes pour intervenir, mais je pense qu'il faut être inventif, de nouveaux modes
de responsabilité partagée et d'exercice de ces responsabilités. Tant, et c'est là où on touche à l'intégrité au niveau des relations, au niveau d'un laboratoire, entre les individus. Ça va des projets de recherche aux publications, au respect de la personne, dans ce qu'elle est, dans son intégrité, et puis au niveau de la société. Et une question que je me pose parfois, alors je pourrais peut-être me la poser quand j'aurai parcouru les différents stands, mais quelle est la signification sociale? Quel est en quelque sorte le bienfait que nous apporte tel et tel progrès, puisqu'on nous parle de progrès. Maintenant, on nous parle plus d'innovation aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que dans nos représentations sociales, il était bon de savoir que la science nous voulait du bien. Aujourd'hui, on s'interroge sur quel bien, pour qui, par rapport à qui. Est-ce que c'est le bien du scientifique, le bien d'une société? Et quand on parle de société, on est au niveau planétaire aujourd'hui. La science, elle ne se fait pas qu'à Saclay. Donc toutes ces interrogations nous interrogent. Et l'exigence de pousser l'interrogation le mieux et le plus loin possible me semble être un enjeu fondamental de l'éthique aujourd'hui. Il faut se permettre, il faut oser l'éthique. Sans cela, demain, on ne sera plus dans une démocratie. Vous avez beaucoup insisté sur cette notion de responsabilité. Et vous aussi, Alexei Greenbaum, c'est quelque chose qui est pour vous majeur. Dans le cadre du projet européen que vous menez pour la France sur ces questions innovation et recherche responsable, pouvez-vous nous donner un exemple peut-être de la manière justement dont s'inscrit la responsabilité dans ces sujets? La notion de responsabilité est effectivement au centre des interrogations, pas seulement de la part de la société, mais aussi du chercheur. C'est-à-dire, quelle est ma responsabilité? Est-ce qu'elle sera engagée d'ici 10 ans d'une façon complètement imprévue, d'une façon que je n'ai pas pu prévoir, calculer? Et les débats autour de la responsabilité aujourd'hui, donc comme vous l'avez dit, très justement, sont au centre aussi de ce cadre qu'on appelle innovation et recherche responsable que la Commission européenne propose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la responsabilité du chercheur ne se pose pas, en tout cas pas pour moi, à l'irresponsabilité. Tout le monde se croit responsable. Tous les chercheurs se croient responsables. Mais alors responsables dans des sens très différents. Certains vont dire, moi je travaille pour augmenter les connaissances. Ma responsabilité envers la communauté scientifique, c'est d'augmenter les connaissances. C'est ça la plus grande valeur. D'autres vont dire, j'exécute des ordres gouvernementaux. Je suis responsable parce que je suis les lois, les règlements, les commandes, etc., la chaîne hiérarchique. Et donc, il y a des valeurs différentes derrière ces différentes conceptions de responsabilité. Et ce qu'on voit, ce sont les conflits de valeurs. Alors, comment peut-on réfléchir dans ces situations de conflit de valeurs? Comment peut-on prendre sa décision? Je ne suis pas là pour donner des solutions, mais mon travail, dans les conférences, les formations, etc., que j'essaie de faire avec des collègues, c'est d'élargir le contexte de la réflexion de chaque chercheur pour qu'il soit lucide à propos de ces différentes valeurs qui sont en jeu. Et ces valeurs qui souvent ne vont pas dans le même sens, qui souvent préconisent des directions de recherche ou d'innovation différentes. Ces valeurs, bon, ça peut être très philosophique, augmentation des connaissances versus, par exemple, le suivi des ordres. Ça peut être aussi très concret. Quand on invente un nouveau virus, quand on crée un nouveau virus, souvent on crée un nouveau virus pour le comparer au virus existant, pour savoir mieux quelles sont les parties du génome responsables de telle ou telle fonction, par exemple la propagation de ce virus par la voie aérienne ou autre. Mais dans le même temps, on a créé un nouveau virus, il peut être dangereux. Alors, les conflits de valeurs, connaissance versus utilité, connaissance versus danger, sont toujours présents dans ce genre de démarche. Et je pense que le travail de ceux qui enseignent l'éthique, qui parlent d'éthique, c'est de donner aux chercheurs, encore une fois, des moyens de réfléchir soi-même, par lui-même, aux questions que pourrait poser son travail. J'ajouterais juste à ce que dit Alexei sur la notion de conflit de valeurs, l'importance de l'arbitrage. C'est-à-dire, si on n'est pas en capacité d'arbitrer, selon des arguments, selon des critères très très précis, on est vite dans l'arbitraire. Et un arbitraire, j'allais dire, qui n'est pas soutenable d'un point de vue démocratique. Donc il faut donner les conditions de l'arbitrage. Et je trouve que les savoirs, c'est très important dans une démocratie. Savoir qu'on peut faire confiance dans un savoir, par exemple, scientifique universitaire. Ce qui est en cause aujourd'hui,
ce sont ces savoirs. Quelle est la légitimité de ce savoir, en quoi ils permettront à la société de devenir, les responsabilités par rapport aux générations futures, on le voit dans l'environnement, on le voit aussi en matière de bioéthique, de génomique, d'intelligence artificielle. Donc, ce que je rajouterais à la difficulté aujourd'hui, c'est la gravité, parce qu'on est face à de l'irréparable et de l'irréversible, ou de l'irrévocable. À travers ces mois de bioéthique, puisqu'on a eu ces entretiens, et puis on va avoir une nouvelle législation, on se rend compte qu'on touche maintenant à l'essentiel. C'est-à-dire peut-être au plus fragile et au plus précieux de ce qui nous caractérise en tant qu'humains. Alors ça vous paraîtra peut-être de la philosophie, mais concrètement, quand avec CRISPR-Cas9, on peut intervenir en termes de génome, on intervient avec une finalité thérapeutique, mais sans savoir au juste quel type de conséquences. Donc un dernier point que je rajouterai, pour moi le mot éthique important, c'est le mot de prudence. Comment être prudence dans un domaine concurrentiel, puisqu'on est dans un monde concurrentiel, en Asie, on n'aura peut-être pas la même prudence qu'on aura ici en Europe, alors qu'on a des textes qui encadrent. Comment permettre à nos chercheurs, malgré les contraintes en termes d'éthique ou de bonnes pratiques, d'être aussi performants? Voilà 1000 questions qui sont extrêmement pratiques et qui nous évitent de faire de l'éthique, j'allais dire, théorétique. Pour prendre un exemple, Emmanuel, qui ne relève pas de bioéthique, mais qui souligne la difficulté des arbitrages et même l'impossibilité de ces arbitrages, prenez cet exemple que vous connaissez tous, le dilemme du tramway. Une voiture autonome qui doit choisir d'aller à gauche ou à droite, en mettant en danger la vie soit des passagers, soit des piétons, etc. Donc une des grandes questions éthiques de la voiture autonome et des véhicules autonomes en général, pas que de l'automobile, des drones, etc. Alors, on pose la question, devrait-elle aller à gauche ou à droite? Comment va-t-elle prendre sa décision? Mais qui répondra à cette question? Y a-t-il une méthodologie pour apporter une réponse à cette question? Ça, très souvent, les ingénieurs ne sont pas conscients du fait que derrière, il y a tout un ensemble de méthodes de réflexion qui permettent, comme tu as dit, d'introduire des décisions, des arbitrages dans ces dilemmes. Il ne suffit pas d'aller jusqu'à poser la question, il faut aussi réfléchir sur les manières de décider. Et là, c'est encore plus difficile. Et il y a justement une notion de temporalité qui est importante. Il ne faut pas aller trop vite. Vous m'aviez parlé du cas Adopi aussi quand on s'est entretenu ensemble. Est-ce que vous pouvez justement Voilà, moi je trouve que c'est un cas intéressant. Alors, le cas Adopi a un peu, disons, servi à rendre la communauté des chercheurs en technologie de l'information conscient de la gravité de ces sujets. Quand la loi Adopi a été adoptée, une des institutions de recherche, un des organismes de recherche en France, a dû fermer carrément quelques équipes parce que la réflexion n'ayant pas été faite au préalable, ces équipes se sont retrouvées dans l'illégalité. Simplement, ce qu'ils faisaient est devenu illégal. Donc, ce qui est important, d'un côté, vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est l'interaction entre les organismes de recherche et le Parlement et les autorités publiques, etc. Bien sûr, ça, c'est très important. Mais ce qui est aussi très important, c'est que le chercheur prenne conscience que quand il va vite dans ses recherches, il a toujours envie d'aller jusqu'au bout. Il est empli d'enthousiasme en tant que chercheur. Très souvent, il change par là même, il change la condition humaine, il change le monde. Et c'est le propre de l'innovation, finalement. C'est le propre du travail de chercheur. Et il va plus vite que va la réflexion sur le sens de ce changement, sur le sens de cette modification des conditions humaines que la science, les technologies, l'innovation technologique apportent toujours. Et parfois, il y a des clashs. Parfois, après, il y a un parlement qui décide d'une loi qui va arrêter sec le chercheur. Et donc, comment faire en sorte que cet écart de vitesse qui ne peut pas être réduit à zéro, mais qu'il soit quand même le plus petit possible, qu'on réfléchisse dans le même temps qu'on ne mette dans le monde des technologies nouvelles. C'est juste une observation par rapport à ce que dit Alexei. Je ne suis pas certain qu'il faille aujourd'hui de la loi.
Vous avez la démonstration avec les lois de bioéthique, révision de la loi finalement de 2011. On a commencé en 1994 et les parlementaires se demandent si on n'a pas davantage besoin d'un cadre et de responsabiliser les acteurs. Alors je ne suis pas un démagogue et je suis assez réaliste pour comprendre dans quel contexte de compétition et quelquefois de malfaçon ou de malveillance peuvent se trouver certains dans leur exercice professionnel. Mais je pense qu'il est davantage nécessaire aujourd'hui de responsabiliser les acteurs et de leur permettre d'être dotés d'une culture de la réflexion éthique. Parce que, vous voyez, l'évolution de la science, les lois de bioéthique, on les discute aujourd'hui, on ne sait pas ce que demain, je parlais de CRISPR-Cas9, maintenant il y a de nouvelles formes de CRISPR, en fait, je veux dire, comment anticiper? Et oui, vous avez posé une très très bonne question sur la notion de temporalité. Pour réfléchir, il faut un minimum de temps. Quand des chercheurs réfléchissent à des protocoles de recherche, à des projets de recherche, ils prennent le temps, ils se concertent, il y a des réunions quelquefois internationales. Bien. Je crois qu'il faut ce même temps pour l'éthique. Et à mon avis, à équivalence du temps que l'on va consacrer à la technicité, au côté opérationnel, parce qu'il conditionne l'acceptabilité véritablement d'une recherche. Et soyons attentifs qu'à un moment donné, il n'y ait pas plus qu'une résistance, une contestation extrêmement forte. Et moi, j'analyse dans certaines formes de terrorisme, de refus de notre société moderne, dans ses manières, dans ses méthodes, dans ses pensées. J'associe au terrorisme quelquefois un refus d'une société dont on ne sait au juste où elle va nous mener, mais dont on pressent qu'elle remettra en cause ce qu'on a de plus essentiel en tant que société. Donc il faut être attentif et l'approche doit être pluridisciplinaire. D'où l'implémentation dans toutes les études du questionnement, je dis de l'art du questionnement. Et le dernier point par rapport à l'exemple que citait Alexei, puisqu'on nous parle beaucoup d'automatisation, de la voiture automatique et autres, je vous incite les uns et les autres à aller sur le site d'Harvard et de regarder la leçon sur la théorie de justice. C'est un grand philosophe, donc Michael Sandel, qui développe toutes ces argumentations. Le seul point, c'est qu'aujourd'hui, on dit c'est pas l'homme qui va prendre la décision, ce sont des algorithmes. Et les algorithmes qui vont être de plus en plus performatistes, puisque eux-mêmes vont acquérir des compétences. Et à un moment donné, on va se demander, en termes de discernement, en termes de conscience individuelle, ce qu'on a encore à voir avec ce que nous sommes. C'est vraiment des questions qui ne sont pas métaphysiques, c'est des questions extrêmement concrètes. Pour assumer une décision, il faut être en capacité d'en comprendre les enjeux, les conséquences et les finalités. Et je pense que l'argumentation éthique, ce n'est pas uniquement une argumentation théorique. Et je termine sur ce point, vous ferez l'expérience, et c'est ce qu'on va développer de plus en plus à Paris-Saclay. Mettons-nous autour d'une table et essayons de comprendre ensemble ce que nous avons de commun, et de commun pour habiller ou pour accompagner un projet dont on sait qu'il détermine pour beaucoup, peut-être indirectement, les conditions de notre société, de notre humanité. Alors ça a l'air un petit peu absolu, on aurait du temps, on pourrait vous faire des explications. Je vous incite à venir la semaine prochaine. Bon, maintenant c'est complet. Donc on fait 3 formations à l'éthique. Alexei va intervenir mardi prochain pour la première formation. Un succès d'ailleurs déjà. Tous les doctorants de Paris-Saclay, mais ça fait partie maintenant d'un texte réglementaire, doivent suivre une sensibilisation à l'éthique. D'accord ? Et on a été stupéfait, 850 inscrits à Supélec, enfin je veux dire 2 fois 450, on ne sait pas comment répondre. Et l'offre qu'on va faire, vous pouvez venir en petite souris dans l'amphi, vous verrez, ça va être une offre surtout de faire comprendre à travers différentes approches que l'éthique, c'est un art du questionnement, et c'est un art d'une certaine forme d'exigence. Il faut de la patience pour entrer dans le champ de l'éthique, et cette patience, à mon avis, est un bon point de départ pour aller plus vite, effectivement, pour mieux comprendre que quand on est en situation de compétition, si on n'a pas des fondamentaux, on risque vite les dérives. Alors, vous avez du coup mentionné la formation. On en a parlé un tout petit peu au début, Emmanuel Hirsch. Revenons sur Poletis. À travers cette formation, à travers Poletis, il y a vraiment une volonté de l'Université Paris-Saclay de s'inscrire dans toute cette réflexion, d'en prendre en partie les rênes, et on le voit sur l'opérationnel avec la formation. Pourquoi être fer de lance de cette démarche ? Je pense qu'Alexei, qui est associé à ces démarches, pourra donner son point de vue, lui, de scientifique, philosophe. Bien. D'abord, Paris-Saclay ne veut pas s'approprier la question de l'éthique. Ce n'est pas les instances de Paris-Saclay qui ont décidé qu'on va faire une éthique à Paris-Saclay. C'est trop respectueux de la diversité des compétences. Donc c'est une démarche, une plateforme au service de la diversité des compétences qui ont, elles,
à faire vivre l'éthique, elles le font déjà. Elles n'ont pas attendu, heureusement, la création de Politis. Ça, c'est le petit point. Et deuxième point, c'est une dynamique. Comme on avait mis en place un espace éthique et pas un comité d'éthique, c'est une structure service, en quelque sorte. C'est-à-dire identifier des questions émergentes, faire des workshops, des séminaires, des colloques, soutenir éventuellement même financièrement des initiatives de terrain, apporter aussi une méthodologie à celles et ceux qui le souhaitent, notamment aux enseignants-chercheurs, à tous celles et ceux qui, à un moment donné, se rendent compte, mais ils se rendent compte d'autant plus que la totalité des sociétés savantes sont en train d'élaborer des chartes d'éthique, etc. Donc, quels sont les fondamentaux pour avoir cette approche? Et je pense que si aujourd'hui, quelqu'un qui a des responsabilités veut être légitime, il est obligé également d'avoir cette compétence. Puis l'autre point, il y a deux points, c'est la formation. La formation, c'est plutôt la sensibilisation, mettre à la disposition des gens les outils qui leur permettront eux-mêmes d'être inventifs de l'éthique. Il faut être inventif de l'éthique, il faut être innovant, il faut des start-up. Nous, on conçoit Politis comme une start-up de l'éthique. Donc inventif, de nouveaux concepts, même si vous avez des traditions à faire valoir, c'est un point. Et puis vous avez également, pour les sciences humaines et sociales, la nécessité quelquefois de soumettre vos protocoles, quand vous avez des recherches notamment européennes, à une instance éthique qui va vous les valider. Donc il y a un comité d'éthique sur la recherche non interventionnelle. Tout ça pour dire, c'est une dynamique. Et puis le dernier point qui fera plaisir, quand on a lancé, on a préfiguré Politis. Au départ, certains étaient un peu sceptiques. La dynamique qui se met en place, c'est pas uniquement les étudiants qui vont venir aux formations. On a créé le cercle Politis. Aujourd'hui, il y a 170 personnes de Paris-Saclay qui font partie de ce cercle. Voilà, c'est une dynamique. Chacun s'appropriera. Et invitez-nous l'année prochaine, on fera un premier bilan. Avec plaisir. Allez-y, Alexei, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Il y a deux tendances de ce qui se passe aujourd'hui en France et aussi en Europe et au-delà de la France. D'un côté, c'est la multiplication des comités d'éthique qui publient des avis. Et ces avis sont souvent intéressants. Il y a des comités, par exemple, je suis membre d'un comité d'éthique pour la recherche en numérique, la CERNA, qui a publié des avis sur la robotique, sur l'intelligence artificielle pour les chercheurs. Pour prendre un autre exemple, il y a un comité d'éthique sur la voiture autonome en Allemagne, qui publie aussi un avis pour le gouvernement allemand, etc. Donc il y a plein de comités d'éthique sur différentes questions. Mais de l'autre côté, Emmanuel l'a dit, ce qui est fondamental, ça n'est pas la multiplication des comités d'éthique et des avis, on peut se demander qui va lire ces avis, mais c'est la formation qui est fondamentale. Et aujourd'hui, en France, de plus en plus, il y a des modules de formation à l'éthique des sciences, à l'éthique des nouvelles technologies, dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités. Ici, sur le plateau de Saclay, dans plusieurs écoles, il y a des petites formations qui ne dépassent pas quelques heures, quelques dizaines d'heures maximum, mais ces formations sont aussi obligatoires au niveau doctoral. Et peut-être que dans quelques années, on les verra au niveau master 2, je le souhaite. Donc tout cela, évidemment, ne peut pas être ignoré de Paris-Saclay. Paris-Saclay souhaite être même parmi les meilleurs élèves dans ces deux camps. Donc, réflexion éthique. Et puis, de l'autre côté, les formations et la mise en place de l'enseignement de l'éthique des sciences pour les doctorants et pour les étudiants de master. Il y a une attractivité, évidemment, qui peut découler de tout ça. Et il y a cette nécessité, cette notion d'appropriation sur laquelle vous avez insisté tous les deux. Pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale ? Il va répondre beaucoup mieux que moi, mais je le précède, j'anticipe. En fin de compte, on a soit sacralisé l'éthique, la philosophie, la morale, puisqu'on a assimilé l'éthique à la morale, et on est dans une société finalement un peu anomique, où chacun c'est sa morale, c'est son quant à soi, et tant mieux, c'est la richesse, c'est la diversité. Nous, on fait à partir de la diversité, à travers la palette. Donc il y a une éthique qui impressionne, d'une certaine manière, ou une éthique qui désintéresse. Alors qu'aujourd'hui, une université citoyenne, une université attractive, doit être aussi en capacité de dire qu'elle est une université compétente et responsable. Et responsable, ne serait-ce qu'en termes de publication, de proposition de savoir. Il y a la partie dans l'initiative de Paris-Saclay, comme pour les autres universités, éthique de la recherche en matière de sciences. Donc il y a aussi une production scientifique en matière d'éthique, et y être inventif. Il y a associé de plus en plus de personnes, ne serait-ce que pour avoir des gens qui soient des relais. Mais il y a également la partie intégrité qui est fondamentale. Lorsque vous êtes à faire une publication en cancérologie, vous mettez des résultats approximatifs ou faux,
et que d'autres équipes vont suivre cette démarche, c'est de la perte de chance, c'est de la perte aussi en termes économiques, et c'est de la souffrance pour tous, et c'est construire la suspicion vis-à-vis de la science. On doit réconcilier la société avec la science. Donc, par exemple, un élément important, c'est la notion de loyauté, la notion de transparence, mais ne pas être naïf et comprendre aussi qu'il y a des secrets industriels, qu'il y a une compétition. Voilà. C'est également toute une réflexion sur les modes de régulation. Aujourd'hui, qui régule ? Est-ce que ce sont les GAFAM, par exemple, qui régulent ? Où sont les enjeux ? En quoi, finalement, un certain nombre de thématiques de recherche sont-elles prioritaires par rapport à l'intérêt supérieur d'une société ? Voilà. Et donc, vous voyez, quand on parle d'éthique, on parle de sciences humaines et sociales, comment des juristes, alors même si on n'est pas pour la loi, il faut comme des encadrements, quel type de modalité d'encadrement, quel type de repères également dans un parcours de doctorant, pour savoir qu'il n'y a pas de bonne conduite sans bonne pratique. Donc oui, je pourrais faire donc l'inventaire. Le cahier de laboratoire est un instrument qui est une forme de pédagogie utile à une démarche éthique cohérente. En fin de compte, j'ai mis sur ce point et je te donne la parole. Moi, dans mon observation, je dis là où il y a de l'éthique, il y a de la science. C'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre une science qui ne soit pas éthique. Vous voyez, en matière de biomédecine, avant de produire un protocole de recherche, déjà vous regardez la pertinence de la recherche, vous faites une étude de la littérature, vous concertez, bref, à un moment donné, vous avez un objet qui s'impose dans sa légitimité. Et la légitimité éthique est importante. Il faut faire à la fois de l'éthique a priori, donc réfléchir, également accompagner les recherches. C'est ce qu'on fait, nous, par exemple, sur la maladie d'Alzheimer, dans un laboratoire d'excellence. On accompagne une équipe de chercheurs extrêmement, j'allais dire, pointus dans leur domaine pour voir l'implémentation, le vivre avec leur découverte du point de vue de la personne malade ou qui va l'être. Allez-y, Alexis. Puisqu'il nous reste 3 minutes, je vais vous raconter une histoire pour répondre à votre question sur l'appropriation. Vous savez, on a lu dans des manuscrits médiévaux une histoire assez amusante à propos d'un homme très grand, très sage, très intelligent, le prophète Jérémie, qui était l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous pour les gens qui ont inventé cette légende. Et je vous pousse évidemment à le comparer aux scientifiques d'aujourd'hui. Il devait faire quelque chose pour prouver qu'il était le plus intelligent, qu'il était plus sage que tous les autres. Alors, il fait quelque chose que les autres ne savaient pas faire. Il fait un homme artificiel, ce qu'on appelle un golem dans la tradition juive. Mais ce n'est pas le golem de Prague, c'en est un autre, le golem de Jérémie. Alors, tellement haute était sa connaissance que ce golem de Jérémie, il se lève, il ressemble parfaitement à un homme né de père et de mère, à un homme naturel, et il se met aussitôt à parler avec Jérémie. Il lui dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je t'ai fait, toi, dit Jérémie. Je t'ai fabriqué. Et le golem, alors le golem avec un article, ça n'est pas un nom propre, le golem lui dit, non, attends, à partir de maintenant, quand un homme rencontre un homme dans la rue, il ne saura plus si c'est un homme né de père et de mère ou fait par un autre homme. Et bizarrement, Jérémie n'y avait pas pensé. Mais comment est-ce possible que l'homme le plus sage et le plus intelligent n'avait pas pensé à cette question ? Alors, quelle question ? Une question qui n'est pas nécessairement scientifique, une question morale, une question de statut juridique, de statut social, une question sociétale, comme on dirait aujourd'hui. Alors, Jérémie est un peu pris de court là, par cette question. Il demande au golem ce qu'il doit faire. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Défais-moi, lui dit le golem, défais-moi. Faire revenir le monde en arrière. Alors Jérémie le défait, c'est la fin de la légende. Et vous allez me dire, bon, c'est un peu complet, c'est un peu facile quand même cette légende. Parce que bien sûr, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas retirer les organismes génétiquement modifiés, les téléphones portables. Une fois ils sont dans le monde, une fois cette innovation s'est diffusée dans le monde. Et donc on n'a pas le privilège qu'a eu l'homme le plus sage, le plus intelligent. Et donc on est obligé de faire mieux. Mais si je vous raconte cette histoire à propos du problème d'appropriation, c'est qu'il faut toujours interpréter le mythe. Le mythe peut être interprété de plusieurs manières. Pourquoi Jérémie n'y avait-il pas pensé ? Et certains étudiants, quand je leur raconte cette histoire, me disent, et j'en connais 5 ou 6 interprétations de ce mythe, mais certains étudiants me disent, c'est que cette question n'avait même pas pu être posée avant que le golem ne soit pas là. Vous voyez, il fallait que le golem existe
pour que la question prenne un sens. Pour que cette question, dans la légende, bien sûr, c'est une question toute simple, mais cette appropriation est importante parce que certaines questions, bien sûr, ne peuvent pas être prévues. Enfin, quand je dis bien sûr, c'est pas si sûr que ça. Certaines questions apparaissent en cours d'utilisation des technologies. Vous savez, quand l'automobile a été inventée à la fin du 19e siècle, début 20e, la notion de bouchon, d'embouteillage, n'existait absolument pas. Elle n'a pas été pensée comme une conséquence possible de ce que les automobiles pouvaient nous faire. Et donc, il fallait attendre 40-50 ans pour concevoir de ce que c'était qu'un embouteillage. Alors, l'appropriation par qui? L'appropriation par le concepteur, par l'ingénieur et par le chercheur, ceux qui développent cette technologie pour être en mesure, au mieux, d'anticiper, de répondre et de réfléchir à ces questions là où elles vont se poser et quand elles vont se poser. C'est pour ça qu'en complément de l'appropriation, pour nous, ce qui est important en éthique biomédicale, c'est la notion d'accompagnement. C'est-à-dire vous lancez dans une aventure, une recherche, s'il n'y a pas des incertitudes, s'il n'y a pas tous ces éléments de la complexité qui sont intégrés dès le départ, ce n'est pas une vraie recherche, d'une certaine manière. Mais ce qui me paraît important, c'est les modalités de l'accompagnement, avec une évolution. Donc l'éthique, c'est une dynamique. C'est pour ça que je dis qu'on peut être créatif. Moi, j'ai rencontré une start-up, encore une fois, j'ai évoqué très rapidement, mais je pourrais dire à quel point ça m'a ému. Cette start-up donc, qui s'occupe de personnes vulnérables au domicile, elle a été inventive, d'une certaine manière, d'une autre manière d'aborder et d'anticiper l'évolution vers la perte d'autonomie. Et cette intelligence-là, pour moi, est une intelligence contributive à la réflexion éthique en général et en particulier. Et d'autre part, ça enrichit notre démocratie que de savoir que des gens en moyenne d'âge 25 ans ont trouvé qu'il n'y avait pas d'autre investissement urgent pour eux que de s'occuper du grand âge. Alors on est, dans quelques jours, le président de la République va annoncer toutes les mesures sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est pour ça que je termine sur ce point, pour dire vous avez l'éthique d'en haut et puis l'éthique d'en bas. Nous, on a privilégié l'éthique d'en bas, l'éthique de terrain. Et j'incite les hautes personnalités qui sont dans cette salle, les chercheurs, les nobilisables de demain, à être très attentifs à ce qu'il n'y a pas d'en haut sans en bas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un enracinement. L'enracinement, ça veut dire, et on voit avec les labs, les Fab Labs, comment on va réunir des compétences qui vont expertiser un projet qui paraît assez extraordinaire, mais qui en pratique non seulement n'apportera rien, mais suscitera beaucoup plus de problèmes et d'équivoques qu'il n'apportera de vraies solutions. Et donc tous ces éléments sont des éléments d'ordre politique, l'acceptabilité, l'accompagnement. C'est une question de se mobiliser en disant, quand on est responsable, puisqu'on dit finalement on est chercheur, on est responsable, l'étymologie de la responsabilité, c'est être comptable de ses actes. On doit rendre des comptes. Alors je ne dis pas des comptes d'un point de vue moral, mais une société qui attend de savoir la complexité. Elle est prête aujourd'hui à savoir que quand vous faites quelque chose, ne leur vendez pas l'espérance, une promesse que vous ne tiendrez pas, vendez-leur l'aventure partagée. Si vous regardez le site de la Fondation du plan Alzheimer, on dit soyez partenaires de la recherche. Si vous dites aux citoyens, vous êtes les partenaires de cette recherche, parce que c'est vous qui la permettez en la finançant, quand ce n'est pas le privé, et c'est vous qui pouvez éventuellement en bénéficier, et elle conditionne les générations futures, notre représentation de ce que sera l'avenir d'une société, vous dites, mais bravo Paris-Saclay d'avoir monté une structure d'éthique aussi intelligente, c'est-à-dire aussi peu éthique dans le sens normatif du terme, et aussi questionnante. Donc c'est pour ça que je vous dis rendez-vous dans l'aventure l'année prochaine, et essayons de voir comment on va construire quelque chose, comment on va co-construire. Je dirais que c'était déjà symboliquement bien que vous pouviez ce type de débat en ouverture de votre journée. Alors, donc, pour utiliser ton mot, Emmanuel, l'éthique, c'est accompagner nos golems et leurs utilisateurs aussi. Merci, Alexei. Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors moi, j'ai une petite question, parce que les personnes qui se sont inscrites à cette table ronde avaient la possibilité de poser quelques questions sur Internet. Une question sur le rôle du juriste, dont l'objectif est de faire respecter l'intégrité scientifique. Peut-être une question de conclusion, du coup, puisque maintenant on a posé tous ces enjeux. Alors, comment fait-il ? Alors, le droit est important, mais l'éthique intervient en amont du droit. Le droit, dans le domaine des nouvelles technologies, est en évolution, en construction permanente, continuelle. La réflexion du chercheur, elle est importante parce qu'ensuite, ce chercheur parlera au juriste, expliquera ce qu'il a fait.
au juriste, et le juriste va, lui, réfléchir, si c'est un philosophe de droit, tant mieux, il va réfléchir à l'évolution du cadre juridique, parce que le monde, lui, a évolué grâce au travail de chercheurs ou du concepteur. Et donc le juriste est important, mais le juriste et la connaissance du droit qu'il amène ne sont pas des freins. Il est là plutôt pour écouter, pour essayer de comprendre ce qui va se passer et préparer l'évolution future du cadre juridique. Je répondrai d'une manière un peu plus paradoxale. Un des premiers rapports qui a permis la première loi de bioéthique 94 s'appelait le rapport de l'éthique au droit. Et là maintenant, il faut aller de droit à l'éthique. Quand on est chercheur, on a la responsabilité d'être autonome, d'être créatif et d'avoir finalement suffisamment d'autorité reconnue pour aller au bout de sa recherche. C'est quasiment un droit constitutionnel. Ça fait partie des droits de l'homme, d'une certaine façon, que d'être en capacité de chercher que serait notre société s'il n'y avait pas des chercheurs militants qui, au quotidien, et quelquefois dans l'indifférence générale et la marginalité, militent par rapport à des valeurs, c'est la connaissance, par exemple, des valeurs universelles. On parle d'universalité. Donc, moi, me semble-t-il, il faut mettre le juriste là où il est. Il ne faut pas tout judiciariser. C'est pour ça que je dis, si des professionnels dans le domaine de la recherche, des étudiants, s'approprient un certain nombre de compétences, de savoirs qui leur permettent de dire clairement dans quel cadre ils ont pensé leur projet, et c'est ce qu'ils font lorsqu'ils font rédiger leur protocole au niveau international. Je ne suis pas certain que le juriste ait véritablement une autre fonction, effectivement, que de validation, si on a besoin effectivement d'une validation juridique, ou de travail avec les équipes en amont pour la formulation du projet. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez des projets qui ont des impacts sociétaux, vous prenez un anthropologue, un sociologue, un économiste, enfin toutes les sciences humaines et sociales peuvent être réunies autour de la table pour dire dans votre projet, tenez compte de tel et tel type d'impact sur tel et tel type de population. Et vous avez, et ça m'avait intéressé quand Alexei a développé sa réflexion sciences responsables au niveau européen. L'histoire du genre, par exemple, en matière d'éthique. L'histoire des personnes vulnérables qui n'auront pas accès aux technologies coûteuses, innovantes, en matière, par exemple, de médicaments, c'est un point à prendre en considération. Tous ces éléments sont des éléments éminemment politiques. Le fait, lorsque vous êtes dans un protocole de recherche, d'identifier ces questions, avec donc une approche pluridisciplinaire, avec toutes les possibilités que vous avez de métisser les questions, de les mélanger en faisant des Fab Labs, enfin tout ce qui se met en place, à mon avis, garantit la faisabilité, la pertinence et surtout l'avancée, c'est-à-dire par étapes, de votre recherche. Donc je dirais que ça vous donne de la visibilité, ça vous donne une autorité, et je dirais que c'est un malaise social que de voir du droit un peu partout. Il y a autre chose que le droit. Je dis on est dans un état de droit, c'est une chose. Il faudrait déjà que le droit ait une capacité d'intelligence face au complexe et à l'évolutif. Alors on va revenir sur cette question de droit lors de la 4e keynote de la journée à partir de 16h. Donc, je ne voulais pas aller trop en amont, mais effectivement, on abordera complètement ces questions-là et ces enjeux-là. Je crois que malheureusement, il est temps de... On doit terminer, mais je voulais juste ajouter une chose. Non, pas de golem cette fois. Une chose à propos du droit, ce qui est intéressant, et les juristes sont importants là-dedans aussi, c'est que le métier même du juriste évolue. Aujourd'hui, vous savez, on parle de ce qu'on appelle la legal tech. Les machines qui remplacent les avocats, qui remplacent les juges. Et ça, c'est un autre volet très, très différent de cette évolution du système juridique. Est-ce que demain, on sera tous jugés par des machines? Peut-être. Nous verrons ça. En tout cas, je vous remercie vraiment tous les deux pour ces explications. C'était passionnant. Merci beaucoup.